Bonjour, il est des questions qui me viennent en prospective et sur lesquelles j'ai des réflexions non abouties comme celle que je vais vous soumettre là. Dire « je me sens bien hier, aujourd'hui, demain en France », qu'est-ce que c'est? Et en fait, on passe de la vie matérielle à peut-être dans le futur à une forme de spiritualité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire « je suis bien, je me sens bien », je pense à un Français en général. Dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, la reine rouge dit à Alice « Il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. Et pour aller quelque part, il faut courir 2 fois plus vite. On produit plus, on communique plus, on consomme plus, davantage, et pourtant on a le sentiment de stagner, de ne jamais rattraper, d'être perpétuellement en retard sur quelque chose. La productivité augmente, mais le temps libre ne vient pas. La technologie devrait nous libérer du temps et elle en crée davantage en remplir. Alors je vous lis un ensemble de notes un petit peu disparates, mais c'est ça cette réflexion. Alors, être bien hier, alors ça c'est l'image des pinades traditionnelles, ça tient toujours. La France offre un socle matériel et institutionnel solide, une couverture salariée parmi les meilleures du monde, une retraite encore accessible, un droit au travail protecteur, une offre culturelle dense et souvent subventionnée, un territoire magnifique avec des paysans, des paysages variés, une gastronomie, un art de vivre qui reste une fierté identitaire réelle. Les acquis sont tellement intégrés qu'on ne les perçoit, on ne les perçoit comme du bien-être que lorsqu'on les compare avec d'autres pays où on les perd. Et ce qui relève du quotidien vécu, que concrètement, se sentir bien en France aujourd'hui, c'est souvent avoir un emploi stable, un revenu suffisant pour ne pas être dans l'angoisse de la fin de mois, ce qui est loin d'être universel. C'est vivre dans un territoire où la nature est accessible, où les commerces de proximité existent encore et encore. C'est avoir du temps, c'est ce bien rare que la culture française valorise encore théoriquement, les vacances, le repas du dimanche, même si la pression productive l'érode. Et puis ce qui résiste à l'anxiété ambiance, c'est la France est un pays qui se plaint beaucoup de lui-même. C'est presque un trait culturel. Et pourtant, les enquêtes de bien-être subjectif montrent régulièrement que les Français se disent plus satisfaits de leur vie concrète que leur discours public ne le laisse penser. Le bien-être tranquille passe souvent sous le radar du débat national. Il y a un décalage structurel entre la tonalité collective, le pessimisme, le critique, etc. Ça, c'est notre propre en France, et l'expérience individuelle, souvent plus apaisée, ce qui fait la différence aujourd'hui. Alors, ce qui persiste, c'est l'ancrage local, se sentir bien là où on vit, connaître ses voisins, avoir un commerce, un médecin. C'est les liens sociaux, la famille, les amis proches, la qualité des relations prime sur tout le reste dans l'étude du bonheur. L'absence de grande peur, on n'a pas de précarité imminente, pas de violence dans son environnement proche et encore, et puis un rapport au temps non saturé, ça c'est peut-être le résultat des 35 heures et des 5-6 semaines de congés payés, pouvoir flâner, lire, jardiner, cuisiner, tout ce que on appelle les moments de résonance chez le philosophe français. En résumé, en France, se sentir bien, c'est souvent une combinaison de protection institutionnelle tenue pour acquise. Protection institutionnelle plus la douceur du quotidien concret, plus une certaine capacité à ignorer le bruit politique et médiatique. Celui qui va bien, c'est souvent celui qui a su se ménager des espaces hors de l'accélération. Alors qu'en est-il des dépréciations d'aujourd'hui? Ça, c'est le deuxième temps. Alors voilà, on est sur un modèle social à bout de souffle, la sécurité sociale, la retraite par répartition, le code du travail, tout ça c'est le même édifice qui a été construit dans les 30 Glorieuses et en particulier à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en 1945-1946, pour une économie de plein emploi, masculin et avec une démographie expansive. Aucun de ces 3 piliers ne correspond plus aux conditions qui les ont rendus viables. On les réforme à la marge, en permanence, douloureusement, sans jamais dire clairement qu'on change de modèle, surtout on conserve notre modèle social. Le deuxième point,
qui est dans les dépréciations d'aujourd'hui, c'est le travail comme anxiété centrale. Trouver un emploi stable, maintenir son employabilité, pas l'emploi, l'employabilité, ne devrait pas être classé, ne de pas être déclassé, résister à l'ubérisation, bien que ce mot-là, je n'aime pas tellement, craindre l'intelligence artificielle. La protection joue après, mais l'entrée dans le marché du travail et le maintien dedans, dans ce marché, sont devenus des épreuves en eux-mêmes. Le troisième point de cette dépréciation, le couple comme unité économique contrainte. C'est peut-être le point le plus révélateur. Le couple à deux revenus n'est plus un choix de mode de vie, c'est une nécessité structurelle et financière pour accéder à un logement décent, élever des enfants, épargner un minimum. Ce glissement est énorme, il signifie que la famille monoparentale, c'est-à-dire le quart des familles sont monoparentales, dont 80% sont des familles de femmes, et presque structurellement condamnées à la précarité, quelles que soient ses compétences ou sa volonté. C'est une fracture sociale majeure, peu nommée comme telle. Et puis le territoire à grignoter, on se souvient de ce livre sur l'archipel de la France. Le pavillon individuel, c'est la réponse du marché à un désir légitime de la propriété et d'espace, mais il est démultiplié sans régulation, il coûte très cher, il détruit les paysages, il crée la dépendance à la voiture, il crée des vides dans les centres-bourgs, produit une géographie du quotidien sans qualité, une logique qui s'est imposée par défaut. Son projet, la deuxième bagnole est nécessaire, y compris la troisième ou la quatrième quand les enfants grandissent. Et puis l'art de vivre à la française. Est-ce que c'est encore une réalité ? Le repas long, le marché, la conversation, la flânerie, ça existe. Pardon. Mais il est de plus en plus socialement situé. Il appartient à ceux qui ont du temps, de l'espace et des revenus suffisants. Pour beaucoup, la réalité, c'est le trajet en voiture, le supermarché, le repas rapide, l'écran. C'est un petit peu métro-boulot-dodo à l'époque des années 2020-2025. Le récit de l'art de vivre est peut-être devenu une marque exportée, c'est pour ça qu'on vient voir les Français, plus qu'une pratique partagée. Et puis, il y a une réalité que moi je signale depuis, je crois que ça doit faire 15 ou 20 ans dans ma lettre des signaux faibles. Donc, tout ce que je relève, c'est le logement qui s'effondre. Alors, il y a une démonstration qui a été faite en 2007 par l'ACUS, la communauté urbaine de Strasbourg qui existait à l'époque, qui démontrait qu'une maison identique construite à Strasbourg coûtait 20 à 25 plus cher qu'à Kehl en Allemagne, de l'autre côté du Rhin. 240 000 € contre 200 000. C'est énorme. 45% pour le poids de l'organisation de la technique du chantier, c'est la différence de coût, 30% de sa différence pour les assurances et les garanties juridiques, et on continue encore dans cette voie-là, et 25% pour les normes techniques et environnementales qu'on a accentuées. À la même époque, on parle de 2007, c'est en 2008, il y a une étude de la CNAF, les allocations familiales, qui démontrait qu'une crèche à construire et à faire coûtait en France le double de ce qu'elle coûtait en Allemagne, en Espagne, etc. Le double. Donc on n'en construit pas assez parce que c'est trop cher, il faut des gens diplômés, etc. Il faut ajouter, en 2005, on tourne toujours autour des mêmes années, 2005, 2007, 2008, on a demandé que les logements soient tous 100% accessibles handicapés. Je me souviens d'un capitaine ou un commandant de gendarmerie qui a dit « Écoutez, je ne vais pas construire une gendarmerie 100% handicapée parce que je ne peux pas avoir 100% d'handicapés chez mes gendarmes. » Le surcoût fut de 1 à 5%, plus la perte de 6 à 8 mètres carrés, soit l'équivalent d'une chambre pour un appartement, pour une maison de 100 mètres carrés, quelque chose comme ça. On perd une chambre. On le voit aujourd'hui, le surcoût de l'immobilier est calculé en nombre de mètres carrés
pour les mêmes revenus, les Français perdent de plus en plus une chambre, deux chambres dans un nouveau logement. Le logement, c'est le point de rupture le plus immédiat. Je l'ai signalé, moi, il y a donc 15-20 ans, parce qu'il conditionne tout le reste, la stabilité familiale, l'accès à l'emploi, parce qu'on ne va plus déménager, la santé mentale, parce qu'on est surchargé, la capacité à épargner. Il cumule toutes les tensions simultanément, le prix d'achat est inaccessible pour les classes moyennes à qui on impose, en plus d'avoir une voiture électrique, ça commence à baisser, mais c'est des voitures chinoises, donc pas fabriquées en France, donc on perd des emplois. Le loyer qui absorbe une part croissante du revenu, c'est la première dépense du foyer, la pénurie dans les zones tendues, donc il faut aller loin, les passoires thermiques, donc c'est très, etc., etc., etc. C'est pas structurel, c'est structurel, pardon, ce n'est pas conjoncturel. Et par effet domino, on ne déménage plus. Si le logement, il est bien, eh ben, on ne déménage plus, il n'y a plus de mobilité professionnelle, on n'est plus là où est l'emploi parce qu'on ne peut pas se loger. Et ce qui aggrave le chômage local, la désertification de certains territoires, déjà bien demandé. Aller trouver un emploi aujourd'hui en Vendée, c'est facile. Trouver un logement en Vendée, c'est plus délicat. Et puis il y a le système de soins qui s'effondre, pas brutalement, mais doucement, par effritement progressif, les déserts médicaux qui s'étendent, les urgences qui sont saturées, les médecins généralistes qui partent en retraite sans successeur, ils en ont marre d'avoir des grosses journées, voilà. Là aussi, le processus est déjà visible, il s'accélère, je l'avais signalé en 2010 sur la prospective des médecins, qui avait une étude prospective de l'adresse. Et ce qui tient paradoxalement un temps au détriment du collectif, tout cela, les politiques, elles sont politiquement intouchables, on réformera par des petites doses douloureuses, on les dégradera progressivement, surtout faut pas qu'on touche l'essentiel, dire aux Français que le pavillon est une erreur, c'est mauvais, dire aux Français qu'ils doivent payer une réalité du coût du soin, c'est mauvais, donc tout s'effrite petit à petit. Alors la vraie ligne de fracture, c'est ce qui menace profondément le bien-être français. Ce n'est peut-être pas un effondrement sectoriel, mais quelque chose de plus diffus. C'est la fin de la croyance que la génération suivante vivra mieux. Et ça, c'est grave. Cet esprit de déclassement social. Cette croyance qui était le ciment invisible du modèle, quand elle disparaît, et c'est déjà entamé surtout chez les moins de 40 ans, c'est le consentement à l'effort collectif qui s'érode avec elle. Les fameuses générations boomers, vous avez profité de tout. Maintenant, laissez-nous vivre, donnez-nous votre pognon et laissez-nous vivre. Et sans ce consentement, tout le reste devient bientôt plus difficile. Et votre pognon, c'est quoi? La génération boomer, c'est une retraite très confortable et beaucoup de voyages et de dépenses qui sont un petit peu superflues. Alors, là, on est dans la vie matérielle. Donc, un modèle français qui s'érode. On est dans une vie matérielle qui est en train de quitter. Mais à ce moment-là, pour rattraper le système, il y aurait à aller vers une forme de vie spirituelle. Qu'est-ce qui crée le lien? Par quoi pourrait-on le remplacer? Eh bien, les grandes périodes de cohésion sociale, pas nécessairement de bonheur, mais de tenue, ont toujours reposé sur un récit qui dépassait l'individu et sa vie matérielle. Parce qu'il faut changer l'angle du discours, l'angle de la chose. Dire on va augmenter le SMIC pour que vous viviez mieux, alors que le SMIC c'est 17% des Français, il y a quelque chose qui cloche. Et dire on va augmenter les impôts de ceux qui sont riches, parce que ceux qui sont pauvres vont vivre mieux, ceux qui sont riches iront vivre ailleurs, c'est ce qui se passe, et ceux qui seront pauvres seront pas forcément plus riches. Il faut transformer ce vivre ensemble. Alors que ce soit au niveau religieux, au niveau national, au niveau révolutionnaire, ou même scientifique au XIXe siècle, c'est ce qui se passait. Au XXe siècle, on parlait de progrès. Au XXIe siècle, le mot progrès a disparu. Donc le progrès, il est matériel souvent. Donc le problème de la France contemporaine, c'est qu'elle a épuisé successivement
tous ces grands récits, qu'ils soient religieux, nationaux, révolutionnaires ou scientifiques, comme ça a eu lieu au XIXe siècle. Je viens de le dire. Alors l'inventaire des croyances perdues, le catholicisme s'est effondré. La France est l'un des pays d'Europe où la sécularisation a été la plus rapide et la plus totale. Le communisme et la foi dans le progrès social ont disparu avec le XXe siècle. Il n'y a plus de communistes, on les a remplacés par des LFI. On s'interroge sur la notion politique de la gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Est-ce que LFI est de gauche? Le roman national républicain, la France universelle, la mission civilisatrice, c'est devenu inaudible, contesté, et puis ça ne l'est plus. Ce n'est plus que dans notre roman national, mais c'est plus dans une réalité ni européenne ni universelle. Et puis l'Europe, comme horizon, n'a jamais vraiment produit d'adhésion émotionnelle profonde. Il y a quelques jours, on avait le 9 mai, c'est le jour de l'Europe. Vous avez vu quelque chose le 9 mai? Vous avez entendu quelque chose, peut-être une annonce sur une radio que c'est la journée de l'Europe, mais vous avez vu quelque chose dans la rue? Quelque chose qui veut dire « nous sommes Européens » ? Nous sommes heureux de l'être? Rien. Il n'y a rien. Il reste que quoi? Un vague humanisme, une écologie parfois eschatologique et beaucoup de vide. Alors ce qui émerge, on voit des formes de recomposition spirituelle, pas nécessairement religieuse au sens institutionnel, un retour discret du sacré dans des formes bricolées, de la méditation, des rapports à la nature, une quête de sens dans le travail, le sport, l'engagement local, le néostoïcisme chez les plus jeunes. Moins à la marge, depuis une trentaine d'années, c'est la montée de l'islam en nombre et en pratique qui bouleverse la laïcité française, et je vais y revenir. Et en corollaire, la montée de l'évangélisme, aussi nombreuse aujourd'hui que le protestantisme traditionnel français, et dans le catholicisme, une montée significative des baptêmes. Alors l'islam, parlons-en un petit peu, parce qu'il est important. L'islam est vécu comme un fait de société, pas simplement une croyance. Ce qui frappe dans la présence de l'islam en France aujourd'hui, c'est moins le nombre de croyants, dont le nombre est très vaguement admis, de manière très large, j'allais dire, je n'aurai pas de chiffres, mais c'est un peu n'importe quoi dans tous les sens. C'est moins le nombre de croyants que la vitalité communautaire qu'il produit. Et c'est cela la question. Il crée, l'islam, des liens de solidarité concrets, un cadre moral transmis aux enfants. On peut l'espérer en tout cas, un sentiment d'appartenance, enfin le cadre moral transmis aux enfants, c'était valable il y a une vingtaine d'années. Un sentiment d'appartenance à quelque chose qui dépasse l'individu et qui dépasse même la France. Pour des populations souvent précaires, souvent mal logées, souvent discriminées, à l'emploi, mais pas que, c'est une réponse réelle à des besoins réels. Il y a une visibilité croissante, une affirmation identitaire qui fait que j'appartiens à une forme de communauté qui s'impose. On peut l'admettre ou ne pas l'admettre, mais aussi une grande diversité interne à l'intérieur de l'islam. Ce n'est pas un bloc uniforme. Reste que pour le français moyen laïque, cette vitalité est souvent vécue comme une étrangeté, voire une menace, précisément parce qu'il a lui-même perdu accès à ce type d'appartenance transcendante. Il y a là une asymétrie troublante, d'un côté une communauté qui croit et qui tient, qui croit et qui croit, dans le verbe croître aussi, et de l'autre une majorité qui doute et qui s'effrite. Alors la limite française. La France a un rapport particulièrement difficile à cette question du retour du religieux parce que sa culture publique est profondément laïque et rationaliste. Parler de croyance, de transcendance, de sens qui dépasse le matériel, c'est suspect dans l'espace public français. On laisse ça au domaine privé, voire on s'en méfie. Or, la pratique de l'islam est voyante dans l'espace public. Ce qui fait que le besoin reste sans langue légitime pour s'exprimer collectivement. C'est peut-être là la vraie singularité française dans cette question d'aujourd'hui
est-ce que je me sens bien dans la France d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Les croyances sont-elles définitivement perdues? C'est une question que l'on peut se poser. Et puis la technologie, hop, ça saute, la technologie comme nouvelle transcendance. C'est le paradoxe central de ce moment. La technologie, et l'IA en particulier, est portée par un discours qui emprunte tous les codes du messianisme. Aux États-Unis en particulier, la promesse de salut, les figures prophétiques, l'horizon d'un monde transformé est surréaliste, voire surréalisé. Certains dans la Silicon Valley parlent littéralement d'immortalité. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir en France où on va vivre 1000 ans. Donc immortalité, singularité, dépassement de la condition humaine. Mais c'est une religion sans au-delà, sans consolation pour les perdants. Ou on est dedans, ou on est dehors. Sans sens donné de la souffrance. Elle promet le progrès pour l'humanité abstraite et annonce simultanément le chômage pour les individus concrets. Un petit peu comme dans les films de James Bond, il n'a jamais envie d'aller aux toilettes. Or, la vie réelle, elle est aussi là. C'est une eschatologie sans rédemption. Et c'est précisément ce qui effraie. Pas tant la machine que le fait que personne ne semble avoir de réponse à la question: est-ce que ceux qui restent sur le bord, qu'est-ce qu'on leur dit? La France est coincée entre deux feux. Elle se retrouve dans une position inconfortable. Elle ne peut pas répondre à la montée du religieuse par du religieux, car sa culture publique l'interdit. Elle ne peut pas embrasser naïvement le progrès technologique. Son modèle social repose sur le travail comme fondement du contrat collectif. Il faudrait que les robots payent des charges sociales. On en a déjà parlé il y a quelque temps avec les puces, quelques années. Il fallait quasiment que les puces payent des charges sociales. Souvenez-vous de Servan-Schreiber, Jean-Jacques Servan-Schreiber, non pas son livre, mais la réponse qui a été donnée à son livre. Et elle n'a pas de nouveau récit pour le remplacer, ce qu'elle a perdu. Ce vide n'est pas anodin. Les vides de sens se comblent toujours par quelque chose. La question est de savoir par quoi. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Une société, donc on est dans une société de plus en plus fragmentée, en communauté, en sens parallèle, qui ne se parle plus vraiment. Alors vers quoi peut-on aller? Ce qu'on a perdu et ce qu'on recherche. Le commun, c'est pas l'universel abstrait de la République, égalité, fraternité, des mots qui sont beaux, mais qui sont froids. C'est quelque chose de plus charnel. C'est des expériences partagées, des lieux traversés ensemble, des récits où on se reconnaît mutuellement, une cour d'école, un marché, un club de foot, une fête de quartier, des choses simples. C'est du quotidien concret. C'est la vie du quart d'heure, c'est beaucoup de choses comme ça, qui restent pour l'instant à des choses théoriques, philosophiques, mais très rarement des choses concrètes. Ce que la modernité a détruit, c'est moins la croyance que ces espaces de friction douce où des gens différents se côtoient sans l'avoir choisi. Alors, il faut distinguer. Imposer le commun, c'est la tentation républicaine en France. On impose d'en haut la laïcité obligatoire, le service national obligatoire, le roman national à l'école obligatoire. Ça produit de l'obéissance, de la résistance, rarement de l'attachement. C'est là où on en est aujourd'hui. Imposer le commun, c'est l'échec. Créer les conditions pour que le commun émerge, alors là, c'est autre chose. C'est laisser les gens se retrouver autour de quelque chose de simple, de non idéologique, de corporel presque. Manger ensemble dans la rue le 14 juillet, c'est pas un programme politique, c'est une expérience, c'est simple. Alors bien sûr, ça correspond à une date nationale, le 14 juillet est convenu comme date nationale, mais le pique-nique géant du 14 juillet 2000, c'était ça. C'était juste la nourriture, le territoire, le partage, en incluant plutôt qu'en excluant. N'importe qui pouvait sortir sa nappe, c'était ça le génie de la forme, le geste accessible, c'est pour tout le monde. On se met dans un jardin, bon là, à l'époque, on avait imposé je ne sais plus quel
quotidien, mais quelle ligne verticale. À 3 pistes. 3 pistes pour ce quotidien. Travailler sur le local, comme une échelle retrouvée. J'en ai énuméré plusieurs choses. La ville du quart d'heure, où les gens se voient, les expériences prometteuses, etc. Le commun se construit par des formes, pas par des contenus, une fête, un repas, un chantier collectif, une marche, peu importe le prétexte. Ce qui compte, c'est le format qui permet la coprésence de gens qui n'auraient pas réussi à se retrouver ensemble. Et puis, il y a le service comme le lien. Il existait le service militaire, dans un service, le service civique, une idée simple. Tu passes un moment de ta vie à faire quelque chose pour des gens qui ne te ressemblent pas. C'est rudimentaire, le bénévolat, mais c'est positif. Alors on dit que l'associatif, il est puissant, oui c'est vrai, mais ça devient, quand on dit la massif, ou c'est de l'associatif, ou enfin de l'associatif qui sont d'autres entreprises. Non, c'est le bénévolat, c'est l'action commune. Faut-il imposer ou rendre nécessaire que lorsque l'on passe son bac, on passe tout de suite à la fac? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une année à penser aux autres, faire quelque chose qui permettrait de se rendre compte de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on ne sait pas faire. Une année de bénévolat ou d'action dans des entreprises, je ne sais pas, mais ça serait utile. Et puis la transmission par récit partagé, non pas la nostalgie, mais l'idée qu'on reçoit quelque chose de ce qui se passe, une langue, un savoir, un paysage. Voilà, c'est Top Chef. C'est génial comme idée Top Chef depuis le temps que ça existe, je crois que ça fait pas loin de 20 ans, ou des formes qui représentaient un dîner presque parfait. C'est génial. Mais on a décliné le dîner, mais faisons le menuisier presque parfait, le jardinier presque parfait, le serrurier presque parfait. Allons sur ce qui fait une des richesses de la France, son savoir-faire matériel, physique, et son talent de créateur, qui est une de ses permanences. C'est aussi, par exemple, la cour d'école qui est ouverte, qui n'est pas fermée le week-end ou le soir. C'est les parents qui échangent des recettes dans la cour d'école, d'écouter, qui font des repas communs. C'est un élément de vie dont certains éléments sont ouverts à la proximité. Et je reviens à ma reine rouge. C'est là que la reine rouge devient vraiment inquiétante. Avant, l'homme courait après quelque chose qu'il avait lui-même mis en mouvement et qu'il comprenait. Maintenant, il court après quelque chose qu'il a mis en mouvement, mais qu'il comprend de moins en moins. La vitesse n'est plus seulement un problème de rythme, c'est un problème de maîtrise. Et perdre la maîtrise de ce qu'on crée, c'est une expérience anthropologiquement nouvelle. On a plusieurs personnages comme ça dans notre histoire, où l'homme a créé un personnage en terre glaise ou autre qui devient vivant. Vous le savez très bien. La vraie rupture de notre moment, c'est le retour à nos fondamentaux de vie. Comment faire pour que être bien, être heureux, c'est vivre bien tous les jours et non pas rechercher des week-ends, des vacances, des choses exceptionnelles pour que l'on soit bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien aujourd'hui? Quel est mon bonheur du jour? Et qu'est-ce qui fait que je me sentirai bien demain? Alors ces idées-là, le commun, la simplicité, le vivre ensemble, c'est paradoxal pour un prospectiviste de terminer par ces mots-là, mais c'est la Reine Rouge qui le dit. Arrêtons de courir à ce que l'on ne sait plus maîtriser. Pensons le quotidien, non pas en courant, mais en regardant ce qu'il est aujourd'hui. Je repars en plongée. À bientôt.